Carnet Vaudou, épisode 2, l'histoire de la collection. Cet épisode vous est présenté par Ana Carolina González. Actuellement, plus de 1200 objets constituent la collection de Marc et Marie-Luce Arbogast, les fondateurs du Château Vaudou de Strasbourg. Nous les accueillons avec nous aujourd'hui. Marie-Luce, pouvez-vous nous raconter comment cela a commencé? Nos premiers voyages ont eu lieu au Cameroun. Et il est vrai qu'en tant que fille de médecin, j'emportais toujours une grande valise remplie de médicaments. Mais le souci, c'est qu'il était toujours difficile de trouver quelqu'un qui s'y connaissait en posologie. Combien j'en prends? C'est marqué dessus. Oui, c'est du druidique, je sais pas le lire. Ah merde, moi non plus. Donc, si l'on donnait à un villageois les médicaments alors qu'il n'avait pas quelques notions, il risquait de s'intoxiquer, voire pire. C'est ainsi que très vite nous nous sommes rapprochés plutôt des sorciers, guérisseurs, car ce sont eux qui soignent avec les plantes et qui fabriquent les remèdes. Et cela a été un premier contact avec des objets magico-religieux. Au Cameroun, on trouve des pratiques magico-religieuses, mais ce n'est pas du vaudou. Vous êtes donc ensuite allés vers le Bénin tous les deux? Avant d'aller au Bénin, lors d'un des voyages vers le nord du Cameroun, nous sommes allés sur la frontière du Nigeria où se pratique le vol de l'essence. En effet, le pipeline du Nigeria est régulièrement percé et des jerrycans sont remplis pendant quelques jours à cet endroit jusqu'à ce que les gens soient chassés et le trou rebouché. Voleur, mais non pas voleur! C'est une pratique extrêmement dangereuse, rien que de percer le pipeline. Et comme tout le monde fume autour, il arrive régulièrement que le tout s'embrase et qu'il y ait plusieurs morts. C'est ainsi que j'ai croisé l'un de ces pilleurs de pipeline et que j'ai été intrigué par son fétiche, qui avait pour but de le protéger de ce type d'incendie. Ce fétiche m'a attiré l'œil à cause du peu d'anthropomorphisme qu'il avait. Il était enroulé de tissu immaculé. C'était le premier objet vaudou que j'avais en main, et comme je ne connaissais pas du tout ce genre d'objet, j'ai essayé d'en trouver les origines. C'est ainsi que nous sommes arrivés au Bénin et qu'on a essayé de retrouver des objets vaudous. À cette époque de la décolonisation, on trouvait dans les villages les fétiches que les pères blancs poussaient à jeter car ils voulaient christianiser tout le continent. Mais pour voir la plupart des fétiches, il est nécessaire de se rendre chez les bokonos, les sorciers. Pour cela, il suffit de leur demander une consultation. Ils sont toujours prêts à vous aider avec une divination du Fa, moyennant une petite obole. En général, le montant est d'1/4 d'euro. C'est ainsi que vous avez commencé votre collection? En rencontrant des bokonos? Oui, en effet, car les bokonos peuvent céder des objets, des fétiches, parce qu'ils sont inusités ou inactifs. Ils ne sont plus efficaces. Dans ce cas, vous pouvez les acquérir pour des sommes modiques. En général, il vaut mieux négocier avec des caisses de bière ou de gin plutôt qu'avec de l'argent. Je peux avoir de bière? Si des objets fonctionnent bien, ils sont éventuellement susceptibles de les céder, ils les refabriqueront eux-mêmes ou à l'aide de féticheurs. Les bokonos se soucient peu de l'ancienneté des objets, de leur esthétique. Ce qui est important pour eux, c'est leur action. Pour nous, les collectionneurs, on aime bien que les objets soient très anciens. Il faut se dire qu'en Afrique, vu la climatologie, les objets ne se conservent pas très bien, sauf ceux en fer ou en bois dur, tels que des bochos. Mais le reste a une durée de vie limitée. Et il est rare de trouver des objets de plus d'1 siècle ou 1 siècle et demi. Et quand 900 ans tu auras, comme moi, moins en forme tu seras. Par contre, sur un fétiche, on peut trouver des parties qui ont été réutilisées après avoir déjà servi. Ainsi, pour le vaudou Eviezo, nous avons trouvé des mécanismes de fusil qui tenaient des silex et qui dataient du XVIIIe siècle. Cette partie en métal a été réutilisée plusieurs fois sur des fétiches. Il est également une autre source pour notre collection. Il y a des soi-disant collectionneurs qui sont en réalité marchands, qui vendent ces objets en Europe 100 fois, voire 1000 fois le prix qu'ils ont été collectés en Afrique. J'ai moi-même acheté à ces collectionneurs qui avaient racheté des collections d'autres. Moi, par contre, je ne les vends pas. Ainsi, en voyant les prix auxquels je les achetais et les prix auxquels je les avais en Afrique, j'ai moi-même été de plus en plus en Afrique, entre le Bénin et le Togo, visitant des couvents et rencontrant des bokonos. Ces objets, tous collectés après la décolonisation, ont été aussitôt remplacés auprès des bokonos, et je n'ai de ce fait aucun regret de les avoir acquis. Même les mascoros, qui sont d'une exceptionnelle qualité et beauté, alors qu'il y en avait très peu au Bénin, ont été refaçonnés dans les 2 années qui ont suivi mon acquisition. Mais l'idée de faire une collection vous est-elle venue petit à petit? Et pourquoi avoir décidé de faire un musée? Au début, on achète des objets parce qu'ils sont mystérieux,
parce qu'ils ont une beauté assez proche de l'art contemporain, inexplicable souvent. Parfois, ce sont des rébus qu'on doit déchiffrer. Arrive un moment où on en a beaucoup. Une chance que mon épouse ne m'ait pas sorti de l'appartement avec les objets. À un moment tout de même, nous avons dû prendre un autre appartement pour stocker ces objets. Jusqu'au jour où cet appartement a été aussi complètement saturé. Donc cette collection qui finalement était un peu notre jardin secret à nous deux, même nos enfants ne la connaissaient pas, est devenue un objet qu'on ne pouvait pas garder de manière égoïste. Mais nous avons eu un peu de chance dans la vie et nous avons donc pu concevoir de créer un musée. J'ai eu envie de partager cette collection. Je me suis adressé à la ville de Strasbourg et aux élus régionaux pour qu'ils m'aident à trouver un lieu pour que ma collection y soit installée et proposée à la vue de tout le monde. Mais quand on s'adresse aux politiques, on a des promesses auxquelles on ne peut croire que nous-mêmes. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Les choses n'avançant pas, et mon âge avançant, il a fallu se décider autrement. Un château d'eau inscrit au monument historique était en vente à Strasbourg. On l'a acquis et nous en avons fait le musée Vaudou. Merci Marc et Marie-Luce Arbogast. Merci. Merci. Et à très bientôt pour une nouvelle rencontre avec l'invisible, au musée ou en podcast. Cet épisode est soutenu par Vinci Immobilier.